Derrière son sourire de cabaret, il y avait, selon plusieurs témoins de l'époque, une fatigue que les affiches ne montraient jamais. Dans les coulisses enfumées, on aurait vu Georges Ulmer appuyer une main tremblante contre le mur, le visage poudré à la hâte, tandis que l'orchestre attaquait déjà les premières mesures. Si le public avait su ce soir-là que l'homme acclamé comme un roi se battait peut-être contre un corps qui le trahissait, aurait-il applaudi avec la même insouciance? Qui avait intérêt à le pousser encore sur scène, à le faire sourire sous les projecteurs, à vendre sa voix comme si elle était inépuisable? Et surtout, quand l'Arge du fameux Grand Prix du disque s'est mise à circuler dans les bureaux parisiens, pourquoi celui qui chantait ne n'aurait-il, selon certaines versions, presque rien vu? Ce que l'on va ouvrir maintenant n'est pas seulement l'histoire d'un chanteur populaire, mais celle d'un homme pris dans une machine où la gloire brillait devant, pendant que les comptes se vidaient derrière. Georges Ulmer faisait partie de ces artistes qui entraient dans une salle comme on allume une enseigne dans la nuit. Il avait ce mélange étrange de charme étranger et de gouaille parisienne, une élégance un peu cabossée, une manière de poser sa voix qui semblait avoir bu la fumée des bars, les rires des filles de comptoir, les confidences des hommes seuls. Dans la France d'après-guerre, quand les rues cherchaient encore à oublier les années sombres, lui arrivait avec des refrains qui donnaient envie de lever son verre, de rire trop fort, de croire que tout recommençait. Mais derrière ce décor de velours rouge, de micros chromés et de nappes tachées de vin, il y avait déjà un premier mensonge. La chanson qui devait le couronner. Cette interprétation de la chanson signée par le jeune Aznavour et Pierre Roche, où l'ivresse devient confession, allait bientôt être traitée comme une mine d'or par des gens qui ne montaient jamais sur scène. On disait à l'artiste « Chante, Georges, chante encore, le public t'aime, les maisons de disques te réclament. » Et pendant qu'il chantait, d'autres apprenaient à compter. Il faut imaginer Paris à cette époque. Les grands boulevards portent encore les traces des privations, mais les cabarets recommencent à briller comme des coffres ouverts. Pigalle n'est pas seulement un quartier, c'est une promesse, une tentation, un piège. On y trouve des musiciens à moitié payés, des danseuses qui sourient en surveillant leurs sacs, des impresarios aux mains douces et aux carnets d'adresses dangereux. Ulmer, lui, semblait appartenir à ce monde, et en même temps, venir d'ailleurs. Né loin de la mythologie parisienne, avec une origine nordique qui ajoutait à son personnage une couleur particulière, il avait appris à se fabriquer une place dans un pays qui adorait les voix étrangères quand elles savaient devenir françaises. Il n'avait pas l'air d'une héritier. Il avait l'air d'un homme qui avait dû pousser des portes, serrer des mains, accepter des promesses, comprendre trop tard que certaines promesses sentent bon seulement avant la signature. La scène lui donnait tout ce que la vie ordinaire lui refusait. Quand il apparaissait devant le public, la salle se penchait vers lui. Les femmes le regardaient avec cette tendresse un peu dangereuse que l'on réserve aux hommes qui semblent avoir souffert avant même d'avoir parlé. Les hommes, eux, reconnaissaient dans ses chansons une vérité de comptoir, cette fatigue virile que l'on cache sous un sourire. Et pourtant, selon des proches évoqués plus tard par des chroniqueurs et des passionnés de chansons, le chanteur n'était pas seulement un fêtard lumineux. Il aurait eu ses fragilités, ses moments de chute intérieure, ses lendemains d'excès où la voix devait pourtant revenir, impeccable, offerte, docile. Dans les loges, la poudre n'effaçait pas toujours les cernes. Le costume blanc pouvait cacher la sueur froide. Le rire pouvait arriver une seconde trop tard. Cette fragilité était-elle seulement celle d'un artiste brûlé par les nuits? Ou bien y avait-il, déjà, une inquiétude plus profonde, soigneusement tenue hors des journaux? À l'époque, on ne parlait pas comme aujourd'hui de santé mentale, d'épuisement, de dépendance à la scène, de corps exploité jusqu'à la corde. On parlait de tempérament. On disait « il est comme ça, il vit fort, il aime la fête ». Et cette phrase suffisait à faire taire les questions. Le plus cruel, c'est que cette image d'homme qui boit, qui chante, qui rit, qui revient toujours, convenait parfaitement au commerce. Un artiste fragile
peut inquiéter un public, mais un artiste maudit fait vendre. Un chanteur qui semble avoir traversé la nuit donne une profondeur au disque. Il devient une légende avant même d'être payé comme tel. C'est là que l'histoire du Grand Prix du disque prend son goût amer. La récompense, dans l'imaginaire du public, ressemblait à une consécration pure. On imagine une main serrée, une salle qui applaudit, un trophée qui brille, des journalistes autour de l'artiste, et, quelque part, la certitude que le talent a enfin gagné. Mais dans l'industrie musicale de l'époque, une récompense n'était pas toujours un coffre rempli pour celui qui chantait. Les droits, les avances, les éditions, les interprétations, les arrangements, les contrats signés vite entre deux rendez-vous, tout cela formait un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, l'artiste qui n'avait pas son propre avocat, son propre comptable, son propre clan de protection, pouvait se retrouver nu. Les éditeurs, eux, savaient lire les petites lignes. Ils savaient distinguer ce qui rapportait une fois, ce qui rapportait longtemps, et surtout ce qui pouvait être déplacé d'une poche à l'autre sans bruit. Selon certaines versions familiales et certains témoignages tardifs, Ulmer aurait vécu ce paradoxe insupportable. On le félicitait pour une chanson devenue emblématique, on le présentait comme l'interprète couronné, mais les retombées financières auraient glissé ailleurs. Pas nécessairement par un vol brutal, aucune preuve d'une telle fraude n'a jamais été établie, mais peut-être par cette violence plus froide des contrats, des pourcentages minuscules, des clauses obscures, des frais qu'on additionne jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Il faut se souvenir de la position sociale d'une chanteuse à ce moment-là. Sur scène, il pouvait être un prince. Au bureau d'un éditeur, il redevenait un demandeur. Dans les journaux, son nom était imprimé en lettres larges. Sur les relevés, il pouvait découvrir des sommes étrangement maigres. Voilà le contraste terrible. Les applaudissements pour l'artiste, les bénéfices pour les hommes assis derrière les portes capitonnées. Et ces hommes n'avaient pas toujours des visages de méchants. C'est même cela qui glace. Le système se présentait avec des sourires, des déjeuners, des cigares, des phrases rassurantes. On appelait l'artiste « mon cher », on lui promettait une carrière, on lui tapait l'épaule comme à un frère. Puis on lui tendait un papier. Dans cette galerie de personnages, il y avait souvent un protecteur autoproclamé, un homme de l'ombre qui prétendait comprendre le métier mieux que les artistes. Pas besoin de lui donner ici un nom définitif, car les archives publiques ne suffisent pas toujours à désigner un coupable unique. Mais, selon des récits qui circulent autour de cette époque, un intermédiaire parisien aurait joué le rôle classique de la main secourable, devenue main fermée. Il ouvrait les portes, parlait au directeur, négociait les passages, et dans le même mouvement, se plaçait entre la voix et l'argent. Au début, pour un chanteur qui cherche sa place, ce genre d'homme ressemble à une bénédiction. Il connaît les cafés où il faut être vu, les journalistes qu'il faut saluer, les programmateurs qui font et défont les réputations. Il vous dit « Laisse-moi faire, Georges, tu dois penser à chanter ». Et cette phrase, douce comme une couverture, peut devenir une camisole. Les grands soirs, Ulmer devait pourtant avoir l'impression d'avoir triomphé. Les tables étaient pleines, les verres levés, les couples rapprochés. Sa voix montait, chaude, un peu râpeuse, et la salle respirait avec lui. On oubliait les factures, les bureaux, les contrats, les rendez-vous du lendemain. Mais au retour, quand la lumière s'éteignait et que le maquillage restait sur le col de chemise, que voyait-il vraiment? Un artiste couronné ou un homme que l'on utilisait tant qu'il rapportait? Les médecins, s'il en consultait, conseillaient-ils le repos, pendant que les affaires exigeaient encore des galas, des disques, des apparitions? Et dans cette course où le corps donne des signes, où la voix devient capitale, qui surveillait la caisse pendant que Georges tenait le micro? La légende populaire aime les récompenses parce qu'elle simplifie tout. Un prix veut dire que le monde reconnaît enfin le mérite. Mais chez Ulmer, ce prix semble ouvrir une plaie au lieu de la refermer. Plus son nom montait, plus la question devenait brutale. Si la chanson rapportait, si les disques se vendaient,
Si les éditeurs souriaient, pourquoi l'homme qui portait cette chanson aurait-il fini par compter ses billets comme un débutant? Et si le premier grand secret de cette affaire n'était pas dans une enveloppe disparue, mais dans une vérité plus cynique encore? Fallait-il garder Georges debout, coûte que coûte, simplement parce qu'un artiste fatigué peut encore chanter assez longtemps pour enrichir ceux qui l'entourent? Pendant des décennies, elle n'avait presque rien dit, ou seulement par fragments, dans des phrases arrêtées au bord des lèvres. Une femme qu'il avait connue dans les coulisses, selon un témoignage recueilli bien plus tard par des passionnés de mémoire musicale, aurait fini par accepter de raconter ce qu'elle avait vu, loin des galas et des photographes. Ses mains, disait-on, tremblaient en retrouvant certains noms, et son regard se détournait dès qu'il était question d'argent. Si elle avait parlé à l'époque, qui aurait osé la croire contre les bureaux élégants, les directeurs polis, les hommes qui fumaient en signant les chèques? Et pourquoi ceux qui présentaient Georges Ulmer comme un ami semblaient-ils toujours mieux informés que lui sur ses propres droits? Cette parole tardive ne prouve pas tout, mais elle rouvre une porte que beaucoup avaient intérêt à laisser fermer. La femme en question n'était pas une grande vedette, pas une reine des affiches, pas une héritière du music-hall. C'était précisément ce qui rend son souvenir troublant. Les petites mains de la nuit voient ce que les puissants oublient de cacher. Elles apportent une veste, essuient une tache, attendent près d'une porte entr'ouverte, entendent une phrase qui n'était pas destinée au public. Selon cette version, Georges Ulmer n'était pas seulement entouré d'admirateurs. Il était entouré de gens qui lui parlaient tous en même temps et dont chacun semblait vouloir un morceau de lui. Un éditeur voulait la chanson, un organisateur voulait la date, un directeur voulait l'affiche, un ami voulait être invité à la table. Et au milieu, Ulmer souriait, parfois trop, comme s'il savait que dire non pouvait coûter plus cher que dire oui. C'est ici que la mécanique du pouvoir devient presque domestique. La domination ne se voit pas toujours dans les cris. Elle se voit dans celui qui garde les papiers, dans celui qui répond au téléphone, dans celui qui accompagne l'artiste au rendez-vous et qui parle à sa place. Dans le pari du spectacle, cette place-là valait de l'or. Le contraste social était indécent. D'un côté, le chanteur dans les cabarets, accueilli par des applaudissements, des tables réservées, des femmes élégantes, des journalistes qui voulaient une phrase drôle. De l'autre, l'artiste qui, une fois la fête terminée, devait attendre qu'on lui explique où était passé l'argent. Il y avait la soie du rideau et la sécheresse du relevé, la chaleur du public et la froideur des comptes. On raconte que les maisons d'édition de l'époque pouvaient transformer un succès en terrain miné. L'interprète recevait une gloire immédiate, mais les droits les plus durables pouvaient revenir à ceux qui possédaient la musique, le texte, l'édition ou la gestion des exploitations. Pour le public, une chanson appartient à la voix qui l'a rendue inoubliable. Pour les affaires, elle appartient d'abord au papier, qui dit à qui elle rapporte. Dans le cas de la chanson écrite par Aznavour et mise en musique par Pierre Roche, associée à Ulmer par son interprétation couronnée, la confusion était presque parfaite. Le nom du jeune duo prometteur circulait. Le nom d'Ulmer flambait. Les maisons travaillaient, les disques passaient de main en main. Mais quand le prestige s'est transformé en revenu, selon plusieurs proches, le chanteur aurait compris qu'une partie essentielle de la fête se déroulait sans lui. Imaginez la scène, non pas comme une certitude judiciaire, mais comme la scène que décrivent ceux qui connaissent ce milieu. Une arrière-salle, des papiers étalés, un verre posé trop près d'un contrat, une cigarette qui brûle dans un cendrier plein. Ulmer demande calmement ce qu'il doit toucher. On lui répond avec des mots épais. Frais, avance, répartition, édition, récupération. Ces mots-là sont des rideaux. Ils ont l'air techniques, mais ils cachent souvent une violence sociale. L'artiste qui a chanté avec ses tripes se retrouve face à une langue qui n'est pas la sienne. Le juriste, l'éditeur, l'intermédiaire, eux, parlent cette langue comme une chanson apprise depuis l'enfance. Et la femme qui aurait parlé plus tard se souvenait, dit-on, d'un Georges changé après certains rendez-vous.
Il arrivait avec son élégance habituelle, mais quelque chose dans les épaules semblait tomber. Il pouvait encore plaisanter, bien sûr. Les artistes ont cette pudeur terrible qui consiste à divertir les autres, même quand ils rentrent blessés. La blessure d'argent est une blessure particulière, surtout chez les hommes de scène de cette génération. Elle ne touche pas seulement le portefeuille, elle touche l'honneur. Être applaudi par des centaines de personnes et devoir quémander ce qui vous revient, c'est une humiliation que l'on n'avoue pas facilement. Alors, on masque. On invite quand même. On paie un verre de trop. On fait croire que tout va bien. On garde l'allure, parce que dans ce métier, l'allure est parfois la dernière monnaie. C'est là que la figure de la vipère contre la poitrine prend tout son sens. Le personnage qui vous protège, qui vous introduit, qui dit connaître les bonnes personnes, peut devenir celui qui filtre votre réalité. Il vous évite les mauvaises nouvelles, prétend-il. En vérité, il peut aussi choisir quelles bonnes nouvelles ne vous parviendront jamais. Selon certaines évocations, Ulmer aurait eu autour de lui ce type d'homme ou de cercle, ni totalement ennemi, ni totalement ami, une zone grise très confortable pour les profiteurs. Ils ne l'auraient pas nécessairement détruit d'un geste spectaculaire. Ils auraient simplement laissé la machine travailler. Un contrat ici, une renégociation là, un cachet réduit au nom de la promotion, un droit absorbé au nom des frais. Le public, lui, ne voyait que le miracle. Il entendait la voix. Il ne se demandait pas si cette voix était correctement rémunérée. Et peut-être que cela arrangeait tout le monde, car une idole doit rester légère. On veut croire qu'elle vit dans un monde de fleurs, de champagne, de loges parfumées, pas dans un couloir où un artiste attend qu'un comptable daigne ouvrir un dossier. Il y avait aussi la question terrible de l'image. Si Georges Ulmer avait publiquement accusé des éditeurs ou des intermédiaires, que se serait-il passé? Dans cette époque, celui qui dénonçait pouvait vite être présenté comme difficile, ingrat, instable. Les portes se refermaient doucement, sans scandale apparent, et le silence devenait une sanction. Voilà pourquoi tant d'artistes se taisaient. Ils savaient que la large et la scène ne circulaient pas séparément. Celui qui contrôle les chansons peut influencer les passages. Celui qui connaît les directeurs peut ralentir une carrière. Celui qui possède les papiers peut transformer un triomphe en dépendance. Et pendant ce temps, les soirs de gala continuaient. On félicitait Ulmer, on le réclamait, on lui rappelait son grand prix comme on rappelle à un soldat sa médaille. Mais une médaille ne paie pas un loyer, ne protège pas un foyer, ne rend pas les nuits moins longues. Dans les récits de coulisses, il existe toujours un moment où l'artiste comprend. Pas forcément d'un coup, par petites piqûres, une somme qui manque, une réponse évasive, un rendez-vous repoussé. Une amie qui ne vous regarde plus tout à fait dans les yeux. Ulmer a-t-il vécu ce moment comme une trahison intime? A-t-il senti que ceux qui applaudissaient son succès dans les salons savaient déjà que la part la plus juteuse ne finirait pas dans sa poche? Cette question hante son histoire, parce qu'elle rejoint celle de tant d'artistes de sa génération, brillants devant la foule, désarmés devant les contrats. Et si cette femme des coulisses a réellement gardé le silence si longtemps, ce n'était peut-être pas seulement par pudeur. C'était peut-être par peur. Peur de salir une mémoire. Peur de réveiller des familles. Peur surtout de toucher à cette vieille alliance entre l'argent du spectacle et les réputations respectables. Car l'affaire Ulmer ne raconte pas seulement un homme que l'on aurait mal payé. Elle raconte un système où la gloire servait parfois de rideau à une dépossession méthodique. Plus l'artiste était aimé, plus on pouvait exploiter son besoin d'être aimé. Plus il voulait chanter, plus on pouvait lui faire accepter l'inacceptable. Et alors, une question devient presque insupportable. Quand Georges Ulmer montait sur scène après ses rendez-vous, avec cette voix pleine de nuit et de blessures, chantait-il encore pour le public? Ou chantait-il aussi pour couvrir le bruit des tiroirs où d'autres rangeaient son argent? Le papier était mince, presque banal, avec des lignes serrées qui n'avaient rien de spectaculaire, et pourtant il pouvait contenir une prison.
Selon les versions rapportées par des proches du milieu, un contrat d'édition lié au succès de Georges Ulmer aurait fixé la répartition des bénéfices d'une manière si défavorable que la gloire restait à l'artiste, tandis que le vrai rendement partait ailleurs. Si le public avait vu ce document à l'époque, taché d'encre, plié dans une chemise cartonnée, aurait-il continué à croire au conte merveilleux du chanteur récompensé? Qui avait rédigé ces clauses? Qui les avait expliquées? Qui les avait volontairement rendues incompréhensibles? Et pourquoi, dans cette histoire de Grand Prix du disque, la récompense semblait-elle briller sur la cheminée des autres plus que dans la vie de celui qui chantait? Ce n'est pas une simple anecdote de paperasse, c'est peut-être le cœur de l'affaire. Dans le monde du disque d'après-guerre, le contrat était l'objet le plus dangereux de la pièce. Il n'avait pas l'allure d'une arme, il ne faisait pas de bruit. Il se présentait avec une plume, un sourire, parfois un déjeuner généreux, et cette phrase qui endort la méfiance. Ne vous inquiétez pas, c'est la formule habituelle. Pour un artiste comme Georges Ulmer, la formule habituelle pouvait devenir un piège. Il avait le talent, le nom, l'énergie, la présence. Mais ceux qui tenaient les catalogues tenaient le temps. Une chanson peut être applaudie pendant 3 minutes, mais rapportée pendant des années. Et celui qui comprend cette différence gagne souvent contre celui qui croit seulement à l'émotion. La grande cruauté de l'histoire, c'est que le Grand Prix du disque aurait dû servir de bouclier. Une telle récompense, dans l'esprit du public, signifiait que l'industrie reconnaissait une interprétation exceptionnelle. Elle donnait du poids, du prestige, une légitimité. Elle aurait dû permettre à Ulmer de mieux négocier, mais une récompense arrive parfois trop tard. Si les papiers sont déjà signés, si les droits sont déjà répartis, si les intermédiaires ont déjà placé leurs griffes, le trophée ne change pas nécessairement le coffre. Il rend seulement l'affaire plus rentable pour ceux qui ont anticipé. On imagine alors le chanteur dans un bureau parisien, entouré de meubles sombres, de dossiers empilés, de rideaux lourds qui gardent la poussière et les secrets. En face, un homme explique les choses d'un ton patient, presque paternel. Il dit que les ventes ne sont pas encore ce qu'on croit, que les frais de fabrication sont élevés, que la promotion coûte cher, que les comptes seront régularisés plus tard. Plus tard. Ce mot est le cercueil de tant de promesses artistiques. Plus tard on paiera, plus tard on réglera, plus tard on regardera les chiffres. Mais pendant ce plus tard, les disques circulent, les chansons passent, les noms des éditeurs s'installent, et l'artiste continue à vivre dans le présent, avec ses dépenses, ses inquiétudes, ses nuits trop longues. Il serait trop simple de dire qu'un seul homme a tout pris. La vérité dans ces affaires ressemble souvent à une table où chacun se sert un peu. Un éditeur prend sa part, un gestionnaire prend la sienne, un intermédiaire justifie ses commissions, un organisateur réduit un cachet, et au bout de la chaîne, celui qui a prêté sa voix découvre qu'il n'est pas propriétaire du miracle. C'est ici que le thème de l'argent rejoint celui du pouvoir. L'argent n'est pas seulement ce qui manque à l'artiste. C'est ce qui donne aux autres le droit de décider. Décider où il chante, combien il vaut, quand il doit se taire, s'il peut protester sans risquer d'être puni. Georges Ulmer, avec son personnage de chanteur de nuit, pouvait donner l'impression d'un homme libre. Libre de boire, de rire, d'aimer, de provoquer, de traverser les cabarets comme un prince bohème. Mais la liberté visible peut cacher une dépendance invisible. On peut être libre sous les projecteurs et captif dans les clauses. La chanson qui l'a couronné portait déjà une ironie cruelle. Elle parlait d'ivresse, de confession, de faiblesse humaine. Elle semblait venir du fond d'un verre, du fond d'un aveu. Et pendant que le public y entendait une vérité brûlante, les hommes des bureaux y voyaient un produit. Ce mot « produit » aurait peut-être blessé Ulmer s'il l'avait entendu appliquer à sa voix. Car pour le chanteur, une interprétation n'est pas un objet que l'on déplace sur une étagère. C'est une part de soi. C'est de l'orgueil, de la honte, de la mémoire, du souffle.
Mais dans les bilans, tout devient ligne. Les petites lignes, justement, sont au centre du soupçon. Selon certaines évocations familiales, les contrats d'édition auraient été rédigés de telle façon que les bénéfices principaux reviendraient surtout aux éditeurs parisiens, ce que les archives disponibles ne permettent pas de confirmer avec certitude. Il faut répéter le conditionnel, parce que les archives disponibles ne permettent pas toujours de trancher comme un tribunal. Mais dans la mémoire des proches, le sentiment d'injustice, lui, paraît tenace. Pourquoi ce sentiment a-t-il survécu? Parce qu'il correspond à une réalité connue de cette époque. Beaucoup d'artistes de variété, même célèbres, découvraient que leur popularité ne les protégeait pas. Ils pouvaient remplir une salle et manquaient de garantie. Ils pouvaient entendre leur nom à la radio et ne pas savoir comment les droits étaient calculés. Les publics de cette génération le savent mieux que personne. Derrière les refrains que l'on chantait en famille, il y avait des maisons d'édition, des arrangeurs, des producteurs, des patrons de salles, des agents plus ou moins loyaux. La chanson française n'était pas seulement un patrimoine sentimental. C'était aussi une industrie, avec ses gagnants discrets et ses perdants élégants. Et Ulmer avait l'élégance dangereuse des perdants qui ne veulent pas qu'on les plaigne. On ne l'imagine pas facilement se répandre en plainte publique. Il appartenait à une époque où l'on avalait l'humiliation avec un sourire, où l'on mettait une veste propre par-dessus les angoisses, où l'on transformait les blessures en panache. Mais le panache coûte cher. Il empêche parfois de réclamer. Il pousse à continuer le spectacle pour ne pas laisser voir que le système vous a mordu. Il donne aux exploiteurs un confort magnifique, car ils peuvent compter sur votre fierté pour protéger leur réputation. C'est peut-être cela, la partie la plus cruelle de l'affaire du Grand Prix. Si Ulmer n'a pas touché ce qu'il croyait mériter, ou si les sommes promises se sont réduites en chemin, il lui restait deux options humiliantes. Se taire et passer pour un homme comblé, parler et risquer de passer pour un ingrat. Les journaux, eux, préféraient les histoires simples, un artiste récompensé, une chanson qui plaît, une carrière qui continue. Les conflits de droits, les répartitions opaques, les contrats défavorables, tout cela faisait mauvais genre. Cela salissait le rêve. Alors le rêve a continué. Les spectateurs voyaient Georges Ulmer avec son aura de cabaret et de grand soir. Ils ne voyaient pas les enveloppes trop légères, les explications fuyantes, les promesses qui s'éloignent. Ils ne voyaient pas l'artiste rentrer chez lui avec cette question qui doit rendre fou. Combien vaut une voix quand d'autres possèdent le papier? Il y a dans cette histoire une menace qui avance lentement. Pas le fracas immédiat d'un scandale public, mais l'usure d'un homme qui comprend que la gloire ne le protège pas. Le corps fatigue, les nuits s'allongent, les amis changent de ton quand l'argent manque, et la légende commence à dévorer celui qui doit la nourrir. On voudrait croire que le Grand Prix du disque a été un sommet pur, un moment de justice. Peut-être l'a-t-il été sur le plan artistique. Personne ne peut enlever à Ulmer la force de son interprétation, ni l'émotion brûlante que ses interprétations déposaient dans les mémoires pour toujours. Mais la reconnaissance artistique et la justice financière n'ont jamais emprunté les mêmes couloirs. Et c'est dans les couloirs que tout se décide. Il y avait les photos de lui en veston de scène, l'aisance de ses gestes, les tables où on le réclamait, les verres qu'il levait avec cette générosité légère des hommes qui semblent vivre au-dessus des comptes. Ceux qui le croisaient dans les cabarets voyaient un artiste comblé. Un homme dont le Grand Prix du disque avait couronné non seulement le talent, mais aussi, supposait-on naturellement, la fortune. Et pourtant, selon des personnes proches de son entourage évoquées par des passionnés de mémoire musicale, les sommes qui auraient dû s'accumuler après ce triomphe s'étaient progressivement dissipées dans des mécanismes que l'artiste lui-même ne semblait jamais tout à fait capable de démêler. Des avances englouties dans des frais de promotion jamais détaillés, des droits calculés selon des formules opaques, des pourcentages reniés à chaque maillon de la chaîne, jusqu'à ce que la part de l'interprète devienne symbolique. Et si le vrai scandale de cette histoire n'était pas un vol brutal, mais une lente évaporation, légalisée par des contrats rédigés pour que l'argent glisse toujours du même côté?
Qui tenait vraiment les registres, pendant que Georges Ulmer tenait le public en haleine? La vie coûte cher quand on est une idole. C'est une vérité que le public ne voit jamais parce qu'il n'est pas invité à examiner les factures. Une star doit avoir une belle adresse, porter des vêtements qui correspondent à l'image qu'on lui a construite, payer des collaborateurs, des musiciens, des techniciens. Elle doit entretenir un réseau de relations qui sont aussi des obligations. Ce n'est pas de l'extravagance dans la plupart des cas, c'est le coût du métier. Ce coût-là, dans les années fastes, passe inaperçu parce que les revenus semblent suivre. Mais quand les revenus ralentissent, quand les comptes d'édition ne tiennent pas leurs promesses, les dépenses incompressibles deviennent un étau. Selon certains récits de l'époque, Ulmer aurait traversé ces moments de tension financière avec la même façade imperturbable. On le voyait sourire, payer sa tournée de café, offrir une cigarette, lancer une plaisanterie qui dissipait l'atmosphère. Mais derrière cette façade, certains proches percevaient une inquiétude plus sèche, plus sourde, celle de l'homme qui fait ses comptes la nuit et ne retrouve pas les chiffres qui l'attendaient. Ce n'était pas l'épuisement des tournées, c'était quelque chose d'autre, quelque chose que l'on ne confie pas facilement dans un milieu où paraître faible équivaut à perdre sa place. Les cabarets et les salles de concert avaient leur propre économie parallèle. On y réglait des arrangements en espèces, on y signait des accords verbaux renforcés par une poignée de main, on y construisait des carrières sur des promesses que personne ne transcrivait. Dans ce contexte, la traçabilité des revenus était souvent une chimère. Un disque vendu pouvait rapporter à l'éditeur, à l'arrangeur, au distributeur, au patron de la salle de pressage, sans que l'artiste ait nécessairement les outils pour vérifier chaque maillon. C'est ici que la question des caprices prend une couleur différente. On racontait autour d'Ulmer certaines excentricités. Sa façon d'arriver en retard sans paraître s'en excuser, ses exigences ponctuelles sur le placement des micros, ses silences prolongés qui pouvaient refroidir une pièce entière. À l'époque, ces comportements étaient attribués au tempérament d'artiste. Mais ceux qui regardent de plus près reconnaissent parfois dans ces comportements les signes d'un homme sous pression, d'un homme dont le rapport au monde s'est alourdi de quelque chose qu'il ne peut pas partager directement. Les musiciens qui l'accompagnaient remarquaient certains soirs que le chanteur était plus absent qu'à l'habitude. Il chantait avec la même précision, oui, mais il y avait quelque chose de mécanique dans l'engagement. Comme si une partie de lui était ailleurs, dans un bureau, en face d'un document, en train de chercher une réponse qu'on lui refusait. Les femmes qui l'admiraient y lisaient de la profondeur romantique. Les hommes du métier y lisaient peut-être quelque chose de moins enviable. Dans l'arrière-salle d'un grand cabaret de la rive gauche, un soir de grande affluence, on raconte qu'un incident révélateur aurait eu lieu. Ulmer, après son tour de chant, avait demandé à parler à l'organisateur pour clarifier une question de cachet. La conversation aurait duré moins de 10 minutes. À la sortie, selon un témoin présent, le chanteur avait le visage calme, mais les mains crispées sur le bord de sa veste. L'organisateur, lui, souriait comme quelqu'un qui vient de résoudre un problème qu'il avait lui-même créé. Personne n'a transcrit cette conversation, car certaines vérités, dans ce milieu, s'évaporent exactement comme les bénéfices. La générosité visible d'Ulmer avec ses proches, sa capacité à payer des dîners entiers sans que cela semble le préoccuper, finissait par créer une image trompeuse. Le public, et même certains collègues, en concluaient que sa situation était confortable. Mais la générosité peut aussi être une armure. Elle peut servir à garder à distance les questions sur ce qui ne va pas. Et dans un milieu où paraître riche est parfois aussi important qu'être riche, cette armure-là est portée jusqu'à l'épuisement. On pourrait croire que ces difficultés, si elles existaient, auraient fini par remonter à la surface d'une manière ou d'une autre. Une plainte publique, un article, un avocat mandaté. Mais l'industrie musicale de cette époque avait ses propres mécanismes d'étouffement. Un artiste qui se plaignait pouvait vite perdre ses dates, ses passages radio, ses contrats de renouvellement. Dans ce cas, la plainte aurait coûté plus cher que le silence. Alors l'argent du Grand Prix du disque, cet argent que le public imaginait à la hauteur de la gloire, aurait-il vraiment existé sous la forme qu'on suppose ?
Ou bien ce prix n'était-il, pour certains dans l'industrie, qu'une monnaie de prestige, suffisamment précieuse pour vendre plus de disques et signer plus de contrats, mais dont les retombées réelles restaient soigneusement entre les mains de ceux qui tenaient les catalogues? Dans les archives d'une station de radio de l'époque, consultées des années après par des amateurs de mémoire sonore, il aurait existé une liste de noms accompagnée d'une mention discrète. Passage déconseillé. Pas une interdiction formelle, rien d'aussi brutal. Juste une préférence orientée, communiquée de bureau en bureau avec la désinvolture de ceux qui n'ont pas besoin de mettre leurs ordres par écrit parce que tout le monde comprend ce qu'ils veulent dire. Selon plusieurs témoignages recueillis dans des cercles de passionnés de chansons françaises, le nom d'Ulmer aurait un jour figuré sur ce genre de liste informelle. Pas parce que sa voix était tombée, pas parce que son public l'avait abandonné, mais parce que quelqu'un, quelque part dans les étages où se décidaient les programmations, avait décidé qu'il était plus intéressant de valoriser d'autres noms que le sien. Comment un artiste au sommet de sa popularité peut-il se retrouver soudainement moins présent sur les ondes? Qui a pris cette décision? Et pourquoi l'a-t-on si soigneusement dissimulée derrière des explications techniques et des changements de programmation? Le ralentissement d'une carrière ne s'annonce jamais par un tremblement de terre. Il ressemble d'abord à une légère variation du vent, une émission qui ne rappelle pas, un magazine qui choisit une autre photo pour sa couverture, un organisateur de gala qui, cette année-là, a préféré une formation plus jeune. Pris séparément, chacun de ces signaux peut s'expliquer par des raisons neutres. Ensemble, ils forment un motif. Pour un artiste dont la présence sur les ondes avait été un pilier de sa popularité depuis les années 40, cette modification discrète de l'espace sonore ressemblait d'abord à une coïncidence. Les radios changent leurs équipes, les programmateurs ont leur tête, les modes musicales bougent. C'était l'explication facile. Mais ceux qui connaissaient le fonctionnement des réseaux de décision dans ce milieu savaient que les coïncidences répétées ne sont généralement pas. Dans la France du spectacle de cette époque, les stations de radio nationales fonctionnaient selon des logiques d'influence, où les directions artistiques, les maisons de disques et les éditeurs avaient leurs correspondants, leurs habitudes, leurs services rendus. Un éditeur puissant qui cessait de recommander chaleureusement un artiste pouvait suffire à rafraîchir l'enthousiasme d'un programmateur. Ce n'était pas nécessairement une directive claire, c'était souvent une absence d'enthousiasme transmise de déjeuner en déjeuner. Certains témoignages évoquent un déjeuner en particulier, ou plutôt l'absence de ce déjeuner. Un responsable de programmation aurait attendu que l'éditeur parisien, gérant une partie des titres d'Ulmer, confirme son soutien à la prochaine campagne de diffusion. Ce soutien ne serait jamais venu. Pas de refus explicite, simplement le silence téléphonique, les messages non répondus, la discrétion éloquente de ceux qui ont décidé de laisser quelque chose mourir de sa belle mort. L'industrie du spectacle possède cette capacité terrible de tuer sans coup férir. On ne licencie pas un artiste, on ne lui envoie pas de lettre de rupture. On l'oublie progressivement. On décale ses passages, on réduit la visibilité de ses sorties, on cesse de promouvoir activement ses disques. Et l'artiste continue à travailler, à se produire, à enregistrer, sans comprendre tout à fait pourquoi quelque chose s'est mis à résister. Comme si les heures autour de lui étaient devenues légèrement plus épais. La rivalité avec d'autres chanteurs de l'époque n'était pas étrangère à cette dynamique. Paris ne pouvait pas soutenir toutes les carrières simultanément avec la même intensité. Les places à la radio, les passages télévisés, les galas de prestige, les couvertures de magazines, tout cela était un territoire limité dont la répartition reflétait des équilibres d'intérêt. Et dans ces équilibres, Ulmer avait peut-être accumulé des adversités sans le savoir. Peut-être en refusant certaines demandes. Peut-être en posant trop de questions sur ses comptes. Peut-être simplement parce que son profil, trop singulier, ne correspondait plus exactement à ce que les nouvelles lignes éditoriales voulaient promouvoir. Il y a, dans ce genre d'histoire,
un moment que l'on pourrait appeler le dernier grand soir. Ce n'est pas nécessairement la pire soirée de l'artiste, c'est parfois une des plus belles. Une salle pleine, une réception enthousiaste, un public qui réclame un rappel. Mais dans les coulisses, ceux qui savent reconnaissent déjà les signes. Les photographes sont moins nombreux, les journalistes s'intéressent moins aux déclarations, et l'artiste lui-même, s'il est lucide, sent parfois qu'il chante devant une affection qui reste chaude, mais devant un système qui se refroidit. Car une mère n'était pas un artiste de bureau. Il n'était pas le genre d'homme qui prospère dans les salles de réunion. Il était une créature de scène, de salle, d'acoustique humaine. Lui retirer les conditions de cette connexion, c'était lui retirer quelque chose de plus profond que des revenus. C'était lui retirer la preuve de son existence artistique. Les raisons officielles données pour cette relative mise à l'écart restaient toujours floues. On parlait de changement de goût, d'évolution naturelle du public, de repositionnement de programmation. Ces explications avaient l'avantage d'être inattaquables. On ne peut pas plaider contre un changement de goût. On ne peut pas convoquer la mode devant un tribunal. Le résultat pratique, lui, était concret. Moins de passages, moins de visibilité, moins de nouveaux contrats d'enregistrement, moins de rentrées régulières. Et si les droits d'édition sur ces succès passés auraient dû compenser ce ralentissement, la question de leur répartition effective revenait comme un refrain amer. Qui avait décidé, à un moment donné, que la carrière d'Ulmer pouvait être tassée sans que cela fasse de vagues? Qui avait calculé que l'artiste ne se plaindrait pas publiquement, ou que ses plaintes ne trouveraient pas d'écho? Et quelles promesses avait-on peut-être faites pour adoucir ce tassement silencieux? Des promesses qui, comme les premières, n'auraient jamais été tenues. Ils n'étaient pas nombreux à savoir ce qui se passait vraiment. Selon certaines évocations tardives, on pourrait les compter sur une main. Un éditeur dont le nom revient dans plusieurs témoignages sans jamais être définitivement établi. Un gestionnaire administratif qui traitait les relevés de droit, un proche de l'entourage qui avait parfois accès aux papiers, et 2 ou 3 hommes de réseau dont le rôle exact restait volontairement opaque. Ces personnes savaient. Elles savaient où allait l'argent. Elles savaient ce que valait réellement l'interprétation couronnée. Elles savaient que le Grand Prix du disque avait surtout enrichi des catalogues plutôt que le chanteur qui les avait rendus précieux. Et elles avaient, d'une manière non formulée mais parfaitement efficace, conclu entre elles un accord de silence. Un de ces accords que personne ne signe, parce que tout le monde comprend que le signer constituerait déjà une forme d'aveu. Pourquoi ces hommes ont-ils gardé ce silence si longtemps? Et l'un d'entre eux a-t-il jamais eu la tentation de parler? Dans les milieux fermés de l'édition musicale parisienne, le silence valait de l'or. Pas par principe moral, mais par intérêt mutuel. Chacun des membres de ce cercle informel avait quelque chose à perdre si la vérité des comptes venait à circuler. L'éditeur risquait sa réputation et ses catalogues. Le gestionnaire risquait ses commissions futures. Les hommes de réseau risquaient leurs accès aux décideurs. Et le proche de l'entourage risquait de briser l'image publique de l'artiste qu'il prétendait protéger. La mécanique du clan est toujours la même. Elle n'a pas besoin de réunions formelles, de mots de passe, de codes. Elle fonctionne à la loyauté négative. Non pas l'attachement les uns aux autres, mais la certitude partagée que parler coûterait plus cher que se taire. Et dans cette certitude, chaque membre du groupe trouve une tranquillité provisoire qui peut durer des années, parfois des décennies. L'éditeur dans ce tableau occupait la position centrale. Non pas nécessairement comme un criminel conscient, mais comme un gestionnaire rationnel qui avait organisé les choses de la manière la plus avantageuse pour sa maison. Les clauses défavorables, les pourcentages érodés, les frais absorbés, tout cela n'était peut-être pas le fruit d'une malveillance personnelle contre Ulmer. C'était simplement la logique d'un système qui place les intérêts de l'édition au-dessus de ceux de l'interprétation et qui trouve dans les contrats le langage pour rendre cette hiérarchie acceptable. Ce qui rendait la chose insupportable, c'était le contraste avec le discours public. L'éditeur qui, en soirée, parlait de l'artiste avec une chaleur sincère
évoquait son génie, se félicitait de l'avoir dans ses catalogues. Ces mots n'étaient peut-être pas entièrement faux. On peut admirer un talent et organiser simultanément sa dépossession, si le système dans lequel on opère normalise cette combinaison depuis longtemps. Le gestionnaire administratif, lui, vivait dans les chiffres. Il voyait les flux, les entrées, les sorties, les déductions. Il savait exactement ce que rapportait chaque passage radio, chaque vente de disques, chaque licence accordée à une salle étrangère. Et il savait aussi ce que recevait l'artiste après que chaque maillon de la chaîne avait prélevé sa part. Ces chiffres-là ne remontaient pas spontanément jusqu'à Ulmer sous une forme compréhensible. Ils remontaient sous forme de relevés opaques, de tableaux dont la logique interne était impénétrable sans une formation spécialisée. C'est là que le rôle du proche de l'entourage devenait ambigu. Quelqu'un dans le cercle immédiat d'Ulmer aurait eu accès, à un moment ou à un autre, à des documents qui auraient dû alerter. Peut-être a-t-il bien compris ce qu'il lisait, et a-t-il préféré interpréter les chiffres favorablement pour épargner une confrontation douloureuse à un artiste dont l'équilibre était déjà fragile. Ou peut-être, et c'est la version que certains défenseurs de sa mémoire avancent à voix basse, ce proche avait ses propres raisons de ne pas transformer les chiffres en scandale. La scène que l'on imagine est simple et terrible. Une table, des papiers étalés, 2 ou 3 hommes qui savent, et l'artiste qui entre, pose son manteau et demande comment vont les choses. On lui dit que les choses vont. On lui donne des chiffres dont le niveau de détail est soigneusement calibré pour satisfaire sans informer. Et l'artiste repart en croyant avoir compris, alors qu'on lui a donné une image de la réalité dont les parties essentielles ont été subtilement effacées. Les hommes de réseau, eux, fonctionnaient dans un espace encore plus insaisissable. Ils n'étaient pas les éditeurs, ils n'étaient pas les gestionnaires, ils étaient les passeurs, ceux qui facilitaient les connexions entre un artiste et l'industrie. Et comme tous les passeurs, ils prélevaient un tribut au passage. Ce tribut n'était pas nécessairement illégal, il était simplement rarement transparent. Dans certains cas, ces hommes de réseau étaient aussi ceux qui portaient les mauvaises nouvelles sous forme de bonnes nouvelles. Ils arrivaient en disant « J'ai négocié pour toi, j'ai obtenu ceci, tu aurais eu beaucoup moins sans moi. » Et dans un monde où les négociations sont opaques et où personne ne sait ce qui était vraiment sur la table avant la négociation, cette affirmation était presque invérifiable. Il reste une question particulièrement douloureuse. Parmi ces 5 ou 6 personnes qui composaient ce cercle informel, y en avait-il au moins une qui ressentait le poids moral de ce qu'elle faisait? Qui, certains soirs, en entendant une mère chanter, éprouvait quelque chose d'inconfortable? Ce n'est pas une question naïve. Les systèmes d'exploitation ne fonctionnent pas parce que tous leurs membres sont indifférents. Ils fonctionnent souvent parce que chacun se convainc que son rôle personnel est limité, que le problème vient d'ailleurs, que l'artiste, finalement, ne se plaint pas trop fort, que tout cela fait partie des règles du jeu. Georges Ulmer, lui, continuait à chanter. Pas parce qu'il n'aurait rien su, peut-être parce qu'il savait assez pour souffrir, mais pas assez pour agir. Ou parce qu'agir lui semblait impossible dans ce rapport de force. Ou parce que la scène était la seule réalité dans laquelle il se reconnaissait pleinement, et que la perdre aurait coûté plus cher que de tolérer ce qui se passait derrière. C'est la solitude particulière des artistes qui se sont laissés entourer par ceux qui les exploitent en les aimant. Ils ne peuvent pas briser le cercle sans briser en même temps quelque chose de leur propre identité. Alors ils chantent. Ils chantent avec toute la force de ce qu'ils n'ont pas pu dire. Et parfois, dans cette voix qui porte une confession que le public croit universelle, il y a aussi une vérité très personnelle que personne autour d'eux n'a voulu entendre. Si quelqu'un, parmi ces hommes qui savaient, avait pris la décision de parler à temps, est-ce que quelque chose aurait changé? Est-ce que Georges Ulmer aurait pu récupérer ce qui lui revenait, protéger ce que sa voix avait construit
et vivre avec la certitude que son talent avait été non seulement reconnu, mais respecté jusqu'au dernier franc. Il avait gardé les papiers. C'est ce que l'on apprend d'une source inattendue, non pas un avocat, non pas un journaliste, mais un homme qui avait travaillé pendant plusieurs années comme assistant de salle dans un cabaret du boulevard du Montparnasse et qui, des décennies plus tard, a accepté de raconter ce qu'il avait vu. Cet homme décrit Georges Ulmer, assis seul à une table après la fermeture, une chemise cartonnée posée devant lui, des feuilles étalées sous la lumière jaune d'une ampoule nue. Il ne buvait pas ce soir-là, dit le témoin. Il lisait, il relisait. Et il avait dans les yeux quelque chose que la scène ne lui avait jamais mis. Une colère froide, très contenue, comme celle d'un homme qui vient de comprendre quelque chose qu'il aurait préféré ne pas comprendre. Le lendemain matin, la chemise cartonnée avait disparu. Personne ne sait ce qu'Ulmer en a fait. Personne ne sait si ces papiers existent encore quelque part, dans un tiroir, dans une cave, dans les mains d'une héritier qui n'a pas encore décidé quoi en faire. Mais cet homme de salle se souvient d'une phrase que le chanteur a prononcée à voix basse en rangeant les feuilles. Il a dit, selon ce témoignage, que certaines personnes comptaient sur sa politesse pour les protéger. Qu'avait-il lu cette nuit-là? Et pourquoi cette chemise cartonnée a-t-elle disparu avant que quiconque puisse en prendre connaissance? La tentative de renégociation, selon plusieurs évocations concordantes, aurait eu lieu dans les années qui ont suivi le Grand Prix du disque, à un moment où Ulmer avait encore suffisamment de poids dans l'industrie pour espérer être entendu. Il n'était pas arrivé seul à ce rendez-vous. Il avait pris soin, cette fois, de se faire accompagner par quelqu'un qui connaissait le langage des contrats. Un homme de loi, dont le nom n'a pas été conservé dans les archives accessibles, mais dont la présence est mentionnée dans au moins 2 témoignages indirects. La réunion s'était tenue dans un bureau du 8e arrondissement, dans un de ces immeubles haussmanniens, dont les façades calmes cachent des négociations qui peuvent briser des carrières. L'éditeur avait reçu Ulmer avec cette courtoisie professionnelle qui ne coûte rien et ne concède rien. Du café, des chaises confortables, une fenêtre donnant sur une cour intérieure silencieuse. Le décor de la bonne foi simulée. Selon la version qui circule dans les cercles de passionnés de chansons françaises, Ulmer aurait posé sur la table une liste de questions précises. Des questions sur les taux de répartition, sur les frais déduits avant calcul des droits, sur les exploitations à l'étranger dont il n'avait jamais reçu de relevé détaillé. Des questions que l'homme de loi avait préparées et que l'artiste avait apprises, parce qu'il voulait les poser lui-même, avec sa propre voix, sans intermédiaire. L'éditeur avait écouté, il avait pris des notes, il avait promis de faire vérifier certains points par ses services. Et puis il avait dit quelque chose que le témoin indirect rapporte avec une précision troublante. Il avait dit que les contrats étaient ce qu'ils étaient, que tout avait été signé en bonne et due forme, et que si des ajustements étaient possibles pour l'avenir, le passé, lui, ne se renégociait pas. Cette phrase, « le passé ne se renégociait pas », était une porte fermée, habillée en principes juridiques. Et signifiait que les années de succès, les disques vendus, les passages radio, les licences accordées, tout ce qui avait déjà rapporté, resterait réparti selon les termes initiaux. Et les termes initiaux, comme on le sait, avaient été rédigés pour que la part de l'interprète soit la plus étroite possible. Ulmer était reparti de ce bureau avec des promesses d'examen et sans aucune certitude. L'homme de loi qui l'accompagnait avait, dit-on, gardé un silence professionnel dans l'escalier. Ce silence valait un diagnostic. Quand un juriste ne dit rien après une réunion de ce genre, c'est souvent parce qu'il a compris que les leviers disponibles sont insuffisants pour forcer une ouverture. Les semaines suivantes, les services de l'éditeur avaient envoyé un courrier poli, dense, rempli de références à des clauses et à des annexes. Il confirmait que les comptes avaient été tenus conformément aux accords. Il ne répondait pas aux questions sur les exploitations étrangères. Il ne détaillait pas les frais déduits. Il était, dans sa forme même, une réponse
conçu pour décourager sans provoquer. C'est à ce moment-là, selon certains récits, que quelque chose a changé dans la manière dont Ulmer parlait de son métier. Pas publiquement, il n'était pas homme à se plaindre devant les journalistes, mais dans les conversations privées, dans les dîners entre gens du milieu, il aurait commencé à formuler des choses qu'il taisait auparavant. Des remarques sur la façon dont l'industrie traitait ses interprètes, des observations sur la différence entre la gloire visible et la réalité des contes. Des phrases qui n'accusaient personne nommément, mais qui, pour ceux qui connaissaient sa situation, sonnaient comme un aveu. Et si cette tentative de renégociation avait réussi, même partiellement, est-ce que la suite de l'histoire d'Ulmer aurait été différente? Est-ce qu'un artiste qui récupère ce qui lui revient retrouve aussi quelque chose d'autre, une confiance, une légèreté, une capacité à chanter sans ce poids particulier que donne la certitude d'être dépossédé? Il y avait un homme que Georges Ulmer appelait encore son ami à cette époque. Un homme qu'il connaissait depuis les premières années parisiennes, depuis les nuits où tout était encore possible et où les contrats n'existaient pas encore. Cet homme avait été présent aux moments importants, les premières grandes salles, les enregistrements qui comptaient, les soirs où le public avait répondu avec une chaleur qui semblait promettre l'éternité. Il connaissait les doutes d'Ulmer, ses habitudes, ses manières de masquer ce qui l'inquiétait. Il savait lire entre les lignes de son sourire. Ce que l'on apprend, par des voix indirectes et des témoignages recueillis longtemps après les faits, c'est que cet homme avait aussi ses propres liens avec le milieu de l'édition. Pas comme employé, pas comme associé déclaré, mais comme quelqu'un qui circulait dans les mêmes dîners, qui connaissait les mêmes directeurs, qui avait rendu des services et en avait reçu. Une position de passeur discret, de facilitateur dont la loyauté n'était jamais entièrement d'un seul côté. Pendant les années où Ulmer cherchait à comprendre ce qui se passait avec ses droits, cet ami avait joué un rôle particulier. Il était celui vers qui l'artiste se tournait pour avoir un avis, une lecture de la situation, une interprétation des signaux que l'industrie envoyait. Et cet ami donnait des avis. Des avis mesurés, prudents, qui conseillaient la patience, la diplomatie, l'attente du bon moment. La patience, la diplomatie, l'attente du bon moment. Ces conseils, répétés sur plusieurs années, avaient eu un effet très concret. Ils avaient maintenu Ulmer dans une posture d'attente pendant que les droits continuaient à être exploités selon les termes défavorables. Chaque fois que l'artiste semblait prêt à pousser plus fort, à exiger des comptes plus précis, à envisager une action plus directe, l'ami intervenait avec une raison de temporiser. On ne peut pas affirmer avec certitude que cet homme agissait délibérément au service des intérêts de l'éditeur. Peut-être croyait-il sincèrement à ses propres conseils. Peut-être pensait-il vraiment que la confrontation directe aurait coûté plus cher à Ulmer que la patience. Mais le résultat, lui, était objectif. Pendant que l'ami conseillait d'attendre, les années passaient. Et les années passées dans l'inaction sont des années pendant lesquelles les droits continuent à être répartis selon les règles établies. Le moment de rupture, quand il est venu, n'a pas pris la forme d'une scène dramatique. Il a pris la forme d'une découverte. Ulmer avait appris, par un canal que personne n'avait prévu, peut-être un musicien qui avait travaillé pour un autre artiste du même éditeur, peut-être un comptable qui avait changé de maison, que les taux de répartition appliqués à ces titres étaient sensiblement inférieurs à ceux que d'autres interprètes de niveau comparable avaient obtenus à la même époque. Cette information n'était pas une preuve judiciaire. Elle ne permettait pas d'établir une fraude. Mais elle confirmait quelque chose que les relevés opaques avaient toujours suggéré, sans jamais le dire clairement. Et elle posait une question sur l'ami qui, pendant toutes ces années, avait conseillé la patience. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il avait su depuis le début que les conditions étaient défavorables et avait-il choisi de ne pas le dire? La conversation qui a suivi cette découverte, selon un récit fragmentaire transmis par un proche de la famille, aurait été brève et définitive. Ulmer aurait posé la question directement. L'ami aurait répondu
avec des explications qui ressemblaient à des justifications. Et quelque chose, dans cet échange, aurait fermé une porte que les deux hommes n'avaient plus jamais rouverte ensemble. Un ami qui vous conseille de patienter pendant que vos droits s'évaporent, est-ce encore un ami? Ou est-ce déjà quelque chose d'autre? Quelque chose pour lequel la langue française a des mots moins doux. Dans une enveloppe que la famille d'Ulmer aurait conservée, sans en mesurer immédiatement l'importance, il y avait, selon un témoignage recueilli des années après sa disparition, une lettre manuscrite d'une seule page. Pas une lettre envoyée, une lettre commencée et jamais terminée, ou terminée et jamais postée. L'écriture était celle d'un homme qui choisit ses mots avec soin, qui rature, qui recommence, qui cherche la formulation exacte pour dire quelque chose de difficile. Le destinataire n'était pas nommé clairement, juste une initiale, selon la personne qui dit avoir tenu ce document entre les mains. Mais le contenu, tel qu'il est rapporté, était sans ambiguïté. Ulmer y décrivait sa conviction que des sommes lui avaient été soustraites de manière systématique, que des personnes en position de confiance avaient choisi de ne pas le protéger, et qu'il n'avait plus les moyens ni l'énergie de mener le combat que cette situation aurait exigé. La lettre se terminait par une phrase que le témoin cite de mémoire, sans garantie de précision absolue. Quelque chose comme « On m'a pris ma voix sans me la voler, parce qu'on a pris ce qu'elle valait, en me laissant continuer à chanter. » Où est cette lettre aujourd'hui, et pourquoi n'a-t-elle jamais été rendue publique? Les dernières tentatives d'une mère pour retrouver une place dans le paysage musical français ressemblaient à ce que les gens du métier appellent un retour. Ce mot qui sonne comme une promesse, mais qui cache souvent une lutte épuisante contre l'indifférence organisée. Il avait encore sa voix, il avait encore sa présence, il avait encore ce quelque chose d'indéfinissable qui faisait que les salles se penchaient vers lui quand il commençait à chanter. Mais l'industrie avait ses nouvelles têtes, ses nouvelles priorités, ses nouveaux artistes à construire. Les hommes qui avaient tenu les catalogues dans les années fastes étaient toujours là, ou avaient été remplacés par des successeurs qui avaient hérité de leurs méthodes sans nécessairement connaître l'histoire personnelle d'Ulmer. Pour eux, il était un nom du passé, respectable, mais du passé. Les salles qu'on lui proposait avaient diminué en taille. Pas de manière humiliante, on ne lui offrait pas des arrière-salles de café. Mais la différence entre les grandes scènes des années de gloire et les établissements corrects, mais moins prestigieux qu'on lui soumettait maintenant, était perceptible pour quiconque connaissait sa trajectoire. C'était une descente en pente douce, calculée pour ne pas provoquer de scandale, tout en signifiant clairement que la place réservée aux grandes affiches n'était plus disponible pour lui. Il avait accepté certaines de ses propositions, parce que la scène restait la scène, quelle que soit sa taille, parce que le public qui venait l'entendre dans ces salles plus intimes n'était pas un public de consolation. C'était un public fidèle, un public qui connaissait les chansons, qui avait grandi avec elles, qui venait chercher quelque chose de précis et le trouvait. Et dans ces soirées-là, Ulmer donnait tout ce qu'il avait, sans réserve, comme si la taille de la salle n'avait aucune importance. Mais les revenus de ces engagements ne compensaient pas ce que les droits d'édition auraient dû apporter. La scène vivante paye le soir même. Les droits, eux, sont censés payer dans la durée, sur les exploitations passées et présentes. Si ces droits étaient mal calculés ou mal reversés, la scène vivante devenait la seule source régulière, et une source insuffisante pour maintenir le niveau de vie et les obligations d'un artiste de sa génération. Il y avait aussi les enregistrements. Une mère avait tenté, dans cette période, de relancer une activité discographique. Des contacts avaient été pris avec des maisons qui n'étaient pas celles de ces années de gloire, des structures plus petites, plus récentes, qui n'avaient pas les mêmes réseaux de distribution, mais qui offrent peut-être des conditions plus transparentes. Ces tentatives n'avaient pas abouti à des succès commerciaux comparables à ceux des années 50. Le contexte musical avait changé. De nouvelles générations d'auditeurs avaient leurs propres références, et les radios, dont on sait maintenant qu'elles avaient leurs listes informelles de préférence, ne facilitaient pas la redécouverte d'un artiste dont le profil ne correspondait plus aux orientations du moment. Le corps, pendant ce temps, portait les traces de ces années. Non pas de manière spectaculaire,
Ulmer n'était pas un homme qui laissait voir sa fatigue facilement. Mais ceux qui le côtoyaient dans les coulisses remarquaient certaines choses. Une façon de s'asseoir entre deux morceaux qui n'était plus tout à fait la même. Un temps de récupération légèrement plus long après les efforts vocaux intenses. Des moments de silence qui s'étiraient un peu plus qu'avant dans les conversations. Ces signes n'étaient pas nécessairement ceux d'une maladie déclarée. Ils pouvaient être simplement ceux d'un homme qui avance en âge dans un métier qui ne ménage pas les corps. Mais ils prenaient une couleur particulière dans le contexte de ce que l'on sait de sa situation. Un homme qui se bat sur plusieurs fronts simultanément, qui maintient une façade professionnelle irréprochable, tout en gérant des inquiétudes financières et des trahisons relationnelles, finit par payer ce maintien d'une manière ou d'une autre. Les musiciens qui l'accompagnaient dans cette période évoquent un chef de plateau exigeant mais juste, quelqu'un qui connaissait son métier dans ses moindres détails et qui ne tolérait pas la médiocrité technique. Cette exigence-là n'avait pas changé. Elle était peut-être même devenue plus intense, comme si la perfection de la prestation scénique était la seule chose sur laquelle il pouvait encore exercer un contrôle total. Car le reste lui échappait. Les contrats lui échappaient. Les réseaux lui échappaient. Les décisions de programmation lui échappaient. La loyauté de certains proches lui avait échappé. Mais sur scène, avec ses musiciens, dans l'espace précis d'une chanson, tout lui appartenait encore. La voix, le tempo, l'intention, l'émotion. Personne ne pouvait lui prendre ça. Et peut-être est-ce pour cette raison qu'il continuait, même quand les conditions extérieures auraient justifié qu'il s'arrête. La scène n'était pas seulement son gagne-pain, elle était sa preuve. La preuve que ce qu'on lui avait pris sur le papier ne lui avait pas été pris dans la voix. Mais une voix seule ne suffit pas à payer les factures. Et les factures, elles, ne s'arrêtent pas parce qu'un artiste chante bien. Quel prix un homme paie-t-il pour continuer à être lui-même quand tout autour de lui a été organisé pour lui prendre ce qu'il valait? Un soir de novembre, dans les années qui ont suivi l'échec de la renégociation, un homme s'est présenté en coulisses avant le début du spectacle. Personne dans l'équipe technique ne le connaissait. Il n'était pas sur la liste des invités. Il avait pourtant passé la porte avec l'aisance de quelqu'un qui sait que les portes s'ouvrent pour lui. Cette aisance particulière des hommes habitués à circuler dans les espaces réservés sans jamais avoir à se justifier. Il avait demandé à parler à Ulmer, seul. 10 minutes, avait-il dit, pas plus. Le régisseur de salle avait hésité. Ulmer était en train de se préparer dans cet état de concentration particulier que les artistes expérimentés installent dans l'heure qui précède leur entrée en scène. Déranger cette préparation n'était pas anodin. Mais l'homme avait prononcé un nom qui, selon le régisseur interrogé des années plus tard, avait suffi à faire ouvrir la porte de la loge. Ce nom était celui de l'éditeur central. Pas l'éditeur lui-même, l'homme qui se présentait n'était pas l'éditeur, mais il venait de sa part, ou prétendait venir de sa part, ce qui dans ce milieu revenait au même. La conversation avait duré non pas 10 minutes, mais près d'une demi-heure. Le régisseur, posté dans le couloir, n'avait pas entendu les mots. Il avait entendu les tonalités. D'abord une voix basse, posée, celle d'un inconnu qui exposait quelque chose. Puis un silence. Puis la voix d'Ulmer, plus haute, avec cette qualité particulière que prend la voix d'un homme qui contient une colère qu'il ne veut pas laisser sortir entièrement. Puis à nouveau le silence. Puis des mots échangés plus rapidement, plus courts, comme des coups portés et parés. Quand la porte s'était rouverte, l'inconnu était sorti le premier. Il marchait avec la même aisance qu'à l'arrivée. Il n'avait pas l'air d'un homme qui vient de perdre une discussion. Il avait l'air d'un homme qui a accompli une mission et qui passe à la suivante. Ulmer était resté dans la loge. Le régisseur avait attendu quelques minutes avant de frapper. Quand il était entré, le chanteur était assis face au miroir, les mains posées à plat sur la tablette, regardant son propre reflet avec une expression que le régisseur décrit comme impossible à nommer. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus froid, comme si une décision venait d'être prise ou comme si une certitude venait d'être confirmée. Ulmer avait demandé qu'on lui apporte de l'eau, pas autre chose, de l'eau. Et il avait chanté ce soir-là
avec une précision absolue, sans une faute, sans un écart, comme si la perfection technique était la seule réponse qu'il pouvait donner à ce qui venait de se passer dans cette loge. Qu'avait apporté cet homme? Une menace? Une proposition? Un ultimatum déguisé en arrangement? Les témoignages indirects ne permettent pas de le dire avec certitude, mais plusieurs personnes qui ont connu Ulmer dans cette période s'accordent sur un point. Après ce soir de novembre, quelque chose dans son rapport à l'avenir avait changé. Comme si une option qu'il gardait encore ouverte venait de se fermer définitivement. Dans les semaines qui ont suivi, il avait espacé ses engagements. Pas de manière spectaculaire, mais ceux qui géraient son agenda remarquaient qu'il acceptait moins facilement les propositions, qu'il prenait plus de temps pour répondre, qu'il semblait peser chaque décision avec une prudence nouvelle. Certains y ont vu de la fatigue, d'autres de la sagesse tardive. Quelques-uns, qui connaissaient le contexte, y ont vu autre chose. Un homme qui a compris que le système dans lequel il opérait depuis des décennies ne lui laisserait pas d'issue propre, et qui cherche comment vivre avec cette connaissance sans qu'elle le détruise entièrement. L'inconnu de novembre n'a jamais été identifié publiquement. Son nom, s'il a jamais été connu de quelqu'un dans l'entourage d'Ulmer, n'a pas été transmis. Il reste dans cette histoire comme une silhouette sans visage. Le représentant du pouvoir qui n'a pas besoin de se nommer parce que sa présence suffit à faire comprendre ce qu'il veut dire. Et cette silhouette pose une question qui ne se résout pas facilement. Dans une industrie où les artistes sont dépendants de réseaux qu'ils ne contrôlent pas, où les contrats sont rédigés par ceux qui ont intérêt à ce qu'ils soient défavorables, où les amis peuvent être des relais d'influence sans le dire, comment un homme seul, même talentueux, même couronné, peut-il se défendre contre une visite de novembre? Qu'est-ce que cet homme avait dit à Georges Ulmer pour que la perfection devienne ce soir-là sa seule réponse possible? Il existe des hommes qui continuent à marcher après que le sol s'est dérobé sous eux. Non par courage, mais parce que s'arrêter signifierait admettre la chute. Georges Ulmer était de ces hommes-là. Après le soir de novembre, après la visite de l'inconnu sans nom, après la rupture silencieuse avec l'ami de trop longue date, il avait continué. Il chantait, il se présentait aux engagements, il serrait des mains. Mais ceux qui le regardaient de près, pas le public, pas les journalistes, mais les gens de coulisses, les musiciens, les techniciens, ces invisibles qui voient tout, remarquaient quelque chose de nouveau dans sa façon d'occuper l'espace. Une légère distance. Comme si une vitre très fine s'était installée entre lui et le monde qu'il traversait. Il y avait une femme qui venait parfois aux répétitions. Pas une admiratrice, pas une relation professionnelle déclarée, quelqu'un qui appartenait à ce cercle intermédiaire que les artistes accumulent au fil des années, ces présences fidèles dont on ne sait plus très bien si elles sont là par affection ou par habitude. Elle avait connu Ulmer dans les premières années parisiennes, avant les grands prix, avant les contrats compliqués, à une époque où tout semblait encore ouvert. Elle ne parlait pas beaucoup, elle observait. Et ceux qu'elle observait, dans ces dernières années, lui serraient quelque chose dans la poitrine qu'elle ne savait pas nommer autrement que comme le spectacle d'un homme qui range ses affaires intérieures sans le dire à personne. Cette femme, dont le prénom circule dans certains témoignages tardifs sans que le nom de famille soit jamais précisé, aurait été, selon plusieurs sources concordantes, la seule personne à qui Ulmer avait parlé de la lettre. Pas de son contenu exact, mais de son existence. Il lui avait dit, un soir après une répétition, qu'il avait écrit quelque chose qu'il n'enverrait probablement jamais, et que c'était peut-être la chose la plus honnête qu'il ait faite depuis des années. Elle lui avait demandé pourquoi il ne l'enverrait pas. Il avait souri. Ce sourire particulier qu'elle connaissait, celui qui précède une vérité qu'on habille en plaisanterie, et il avait dit que certaines lettres ne sont pas écrites pour être lues, mais pour que celui qui les écrit sache enfin ce qu'il pense vraiment. Cette phrase dit quelque chose d'essentiel sur l'état intérieur d'Ulmer dans cette période. Il n'était plus dans l'action, il n'était plus dans la revendication, il était dans quelque chose de plus solitaire et de plus définitif. La clarté froide de celui qui a compris, qui a tout pesé,
et qui a décidé que le combat ne valait plus le prix qu'il coûterait. Les engagements continuaient, mais leur nature avait changé. Il acceptait des soirées de gala commémoratifs, des émissions consacrées à la chanson française d'après-guerre, des hommages à des artistes disparus où sa présence servait de caution historique. Ces apparitions avaient leur dignité. Elles lui permettaient de chanter devant des publics qui le connaissaient vraiment, qui avaient grandi avec ses chansons, qui venaient chercher non pas la nouveauté, mais la confirmation d'une mémoire partagée. Dans ces soirées-là, quelque chose de pur se produisait encore. La connexion directe entre une voix et ceux qui l'avaient aimé, sans intermédiaire, sans contrat, sans calcul. Mais ces soirées ne résolvaient rien sur le plan matériel. Et la question matérielle, dans les dernières années, était devenue impossible à ignorer. Les droits sur les titres anciens continuaient à être exploités. Les chansons passaient à la radio, elles figuraient dans des compilations, elles étaient utilisées dans des émissions de nostalgie qui connaissaient une audience considérable. Chaque utilisation aurait dû générer un reversement. Mais les reversements, selon les évocations familiales, restaient d'une maigreur qui ne correspondait pas à la réalité de l'exploitation. La famille avait essayé, après que la situation d'Ulmer fut devenue plus difficile à dissimuler, de comprendre les mécanismes. Des questions avaient été posées à des personnes compétentes, des documents avaient été demandés, et à chaque fois, la même expérience se reproduisait. Des réponses techniques, des références à des clauses, des explications qui semblaient conçues pour décourager plutôt qu'informer. Le labyrinthe contractuel que l'artiste avait traversé seul pendant des années se révélait tout aussi impénétrable pour ceux qui essayaient de l'aider après coup. Est-ce que Georges Ulmer avait parlé à sa famille de ce qu'il savait? Avait-il transmis, même partiellement, la compréhension qu'il avait acquise au fil des années sur la façon dont ses droits avaient été gérés? Ou avait-il, jusqu'au bout, protégé ses proches de cette connaissance, par pudeur, par orgueil, ou parce qu'il ne voulait pas leur léguer une bataille qu'il n'avait pas réussi à gagner lui-même? Ce silence possible est peut-être la dernière forme de générosité d'un homme qui avait donné toute sa vie à divertir les autres et qui, au moment de partir, choisissait encore de ne pas alourdir ce qu'il aimait. Mais ce silence avait un coût. Il laissait la famille sans les outils pour comprendre ce qui s'était passé, sans les preuves pour agir, sans même la certitude de ce qu'il aurait fallu chercher. Et la chemise cartonnée, ces papiers que l'assistant de salle avait vus sur la table, cette nuit où Ulmer lisait seul sous l'ampoule nue, n'a jamais été retrouvée. Ni par la famille, ni par les passionnés qui ont cherché plus tard. Elle a disparu comme disparaissent les preuves dans les histoires, où personne n'a intérêt à ce qu'elle reste. Qu'aurait changé, pour vous qui l'avez aimé, de savoir que cet homme portait tout cela seul, et qu'il avait choisi de continuer à chanter, malgré tout? Il existe des endroits dans Paris que les guides touristiques ne mentionnent jamais. Des arrière-cours, des entresols, des appartements dont les fenêtres donnent sur des cours intérieures silencieuses où la lumière n'arrive qu'à certaines heures. Dans l'un de ces endroits, un appartement du 11e arrondissement dont l'adresse exacte n'a jamais été rendue publique, Georges Ulmer aurait entretenu pendant plusieurs années un espace qui n'appartenait à aucune de ses identités officielles. Pas une résidence déclarée, pas un studio de travail, quelque chose de plus difficile à nommer. Les voisins de l'immeuble, interrogés des décennies plus tard par un passionné de mémoire musicale qui consacrait ses week-ends à reconstituer les géographies intimes des artistes oubliés, se souvenaient d'un homme discret, poli, qui montait l'escalier sans bruit et dont on entendait parfois, très tard le soir, une voix chanter à voix basse. Pas pour un public, pas pour un enregistrement, mais pour lui-même, dans le silence d'un appartement où personne ne l'attendait. Cet espace n'était pas un lieu de débauche. Il n'était pas un refuge pour des activités que l'on cache. Il était quelque chose de plus simple et de plus triste. Un endroit où un homme pouvait exister sans être Georges Ulmer. Sans le costume, sans le sourire de scène, sans la nécessité de paraître intact. Un endroit où il pouvait poser les papiers sur la table et les regarder, sans avoir à expliquer à quiconque ce qu'il ressentait en les lisant. La femme des coulisses connaissait l'existence de cet appartement.
et n'y était peut-être jamais entrée, les témoignages ne le précisent pas. Mais elle savait qu'il existait, et elle comprenait pourquoi. Elle avait dit dans l'un des rares entretiens qu'elle avait accordé à un chercheur amateur que Georges avait besoin d'un endroit où il n'était pas obligé d'être courageux. Que le courage permanent use les gens de l'intérieur, et que ceux qui ne montrent jamais leur fatigue ont besoin d'un espace secret pour la déposer quelque part. Dans cet appartement, selon les rares descriptions qui en m'ont été faites, il y avait peu de meubles. Une table, des chaises, une bibliothèque avec des livres qui n'avaient rien à voir avec la musique, des romans, des essais, des ouvrages d'histoire. Et sur la table, parfois, des feuilles couvertes d'une écriture serrée. Pas des chansons, pas des notes professionnelles, des réflexions personnelles, des comptes rendus intérieurs, des tentatives de mettre en ordre une réalité que la vie publique rendait impossible à formuler clairement. Ces feuilles-là, si elles ont existé, si elles existent encore quelque part, seraient peut-être la clé de tout. Elles diraient ce que la lettre non envoyée ne disait qu'en partie. Elles diraient comment un homme intelligent, lucide, conscient de ce qui lui avait été fait, avait choisi de vivre avec cette conscience sans se laisser détruire par elle. Car c'est peut-être cela, la vraie question que pose la vie d'Ulmer dans ces dernières années. Non pas comment il a été dépossédé, cela on commence à le comprendre, mais comment il a continué à chanter malgré tout. Comment il a trouvé, dans la scène, dans la voix, dans la connexion avec un public qui ne savait rien de ses batailles intérieures, une raison de continuer qui n'avait rien à voir avec l'argent ou la gloire. Il y a dans cette résistance quelque chose qui dépasse la simple biographie d'un artiste mal payé. Il y a une question sur ce que la musique peut être pour celui qui l'a fait, non pas un produit, non pas un capital, mais une forme de survie. Une façon de rester entier quand tout autour de vous a été organisé pour vous fragmenter. L'appartement du 11e arrondissement a été vidé après la disparition d'Ulmer. Par qui, dans quelles conditions, avec quelles instructions, personne ne le sait avec certitude. Les voisins se souviennent d'hommes qui sont venus un matin avec des cartons. Ils ne connaissaient pas ces hommes. Ils n'ont pas posé de questions. Dans les immeubles parisiens, on apprend vite que certaines disparitions se font sans bruit et que le silence des couloirs est une forme de politesse collective. Les feuilles couvertes d'écriture, si elles étaient là, sont parties avec les cartons. Vers où, vers qui, pour être conservées ou détruites, personne ne peut le dire. Et si cet appartement secret avait contenu non seulement les réflexions d'un homme blessé, mais aussi les preuves qu'il l'avait rassemblées patiemment, les documents, les relevés, les comparaisons de taux, tout ce qu'il avait compris sur la mécanique de sa dépossession, que serait-il advenu de ces preuves? Et qui avait intérêt à ce qu'elles disparaissent avant que quiconque puisse les lire? L'éditeur central, cet homme dont le nom revient dans les témoignages sans jamais être définitivement établi comme coupable unique, a continué à exercer ses activités pendant de nombreuses années après les événements que nous avons décrits. Son catalogue s'est enrichi. Sa maison a prospéré. Il a reçu des distinctions professionnelles, participé à des jurys, été cité dans des articles comme un homme qui avait contribué à la chanson française. Cette trajectoire n'est pas exceptionnelle. Dans les industries culturelles, ceux qui savent gérer les catalogues survivent aux artistes qu'ils ont gérés. Les noms changent sur les affiches. Les catalogues, eux, restent et continuent à rapporter. Et si les conditions dans lesquelles ces catalogues ont été constitués étaient défavorables aux interprètes, cette défavorabilité ne disparaît pas avec l'artiste. Elle continue à produire ses effets, silencieusement, sur les héritiers qui ne savent pas toujours ce qu'ils auraient dû recevoir. L'ami de longue date, celui dont les conseils de patience avaient maintenu Ulmer dans l'inaction pendant des années décisives, a lui aussi continué sa vie. Les deux hommes ne s'étaient plus parlé après la rupture. Pas de scène publique, pas de déclaration, pas de règlement de compte visible. Juste l'absence progressive, ce silence qui s'installe entre deux personnes qui ont décidé, chacune de son côté, que certaines vérités ne valent pas la confrontation qu'elle exigerait.
Cet homme a survécu à Ulmer. Il a peut-être, dans ces dernières années, pensé à ce qu'il l'avait fait ou n'avait pas fait. Peut-être pas. Les hommes qui ont choisi leurs intérêts contre leurs amis trouvent généralement des façons de se raconter leur propre histoire qui les absout. Le temps aide, la distance aide, et l'absence de l'autre, de celui qu'on a trahi, aide plus que tout, parce qu'il n'est plus là pour rappeler ce qui s'est passé. L'inconnu de novembre, la silhouette sans visage qui était venue dans la loge avec un message de l'éditeur, n'a jamais été identifié. Il appartient à cette catégorie de personnages qui traversent les histoires sans laisser de traces nominales, parce que leur utilité, précisément, est d'agir sans être reconnus. Dans les industries où le pouvoir se transmet par des intermédiaires, ces hommes sont indispensables. Ils portent les messages que les puissants ne veulent pas signer. Ils ferment les portes que les puissants ne veulent pas fermer eux-mêmes. Et ils disparaissent ensuite dans l'anonymat qui est leur seule protection et leur seule récompense. La justice, dans cette histoire, n'a pas eu de moment spectaculaire. Pas de procès, pas de révélation publique, pas de restitution. Le système qui avait organisé la dépossession d'Ulmer n'a pas été mis en cause de son vivant. Et après sa disparition, les mécanismes qui auraient permis une réclamation, les preuves, les documents, les témoignages formels, s'étaient évaporés avec la même efficacité discrète que les bénéfices eux-mêmes. C'est peut-être cela, la vérité la plus froide de cette histoire. Pas qu'un homme ait été volé de manière spectaculaire, mais qu'un système parfaitement rodé ait su organiser une dépossession si progressive, si légalement habillée, si soigneusement entourée de silence complice, qu'elle n'a jamais produit le scandale qui aurait permis la réparation. Et les hommes qui ont bénéficié de ce système, l'éditeur, le gestionnaire, l'ami passeur, les hommes de réseau, ont tous, à leur manière, continué à vivre dans le confort de ce qu'ils avaient prélevé. Certains sont morts avant que les questions deviennent trop précises. D'autres ont vieilli dans une respectabilité que personne n'a jamais publiquement contestée. La justice, quand elle ne vient pas à temps, finit par ne plus venir du tout. Est-ce que l'un de ces hommes, dans ces derniers moments, a pensé à la voix de Georges Ulmer, cette voix qu'ils avaient utilisée, exploitée, vidée de sa valeur marchande, tout en la laissant chanter? Et si oui, qu'ont-ils ressenti? Le Grand Prix du disque est encore mentionné aujourd'hui dans les encyclopédies de la chanson française. On y lit le nom d'Ulmer associé à une interprétation mémorable, à une récompense prestigieuse, à une époque dorée de la variété française. Ces lignes sont vraies. Elles sont aussi incomplètes, d'une façon qui ressemble à un mensonge par omission. Elles ne disent pas ce que le prix a réellement rapporté à celui qui l'a reçu. Elles ne disent pas comment les contrats d'édition avaient été rédigés. Elles ne disent pas que l'artiste couronné a peut-être passé des nuits à relire des documents sous une ampoule nue, en cherchant à comprendre pourquoi les chiffres ne correspondaient pas à la gloire. Elles ne disent pas qu'un ami l'a peut-être trahi par calcul, qu'un inconnu est venu lui fermer la dernière porte, qu'un appartement secret a été vidé sans que personne sache ce qu'il contenait. L'histoire officielle de la chanson française est une histoire de voix, de refrains, d'émotions partagées. C'est une belle histoire, mais derrière elle, il y a une autre histoire, celle des contrats, des catalogues, des intermédiaires, des silences achetés et des preuves disparues. Cette histoire-là est moins belle, elle est plus vraie. Georges Ulmer appartient aux deux histoires simultanément. À la première par son talent, par ses interprétations, par la façon dont sa voix a habité des chansons qui ont traversé les décennies. À la seconde par ce qu'il a subi, par ce qu'il a compris trop tard ou trop tôt pour pouvoir agir, parce qu'il a choisi de taire pour continuer à chanter. Sa voix est encore là, dans les vieux disques, dans les compilations, dans les émissions de mémoire musicale. Elle n'a pas vieilli de la façon dont vieillissent les corps. Elle porte encore cette qualité particulière, cette chaleur un peu râpeuse, cette façon de poser une confidence comme si elle était universelle, qui faisait que les salles se penchaient vers lui. Mais derrière cette voix, maintenant que l'on sait ce que l'on sait,
on entend peut-être autre chose. On entend un homme qui chantait aussi pour couvrir le bruit de ce qu'on lui prenait. Un homme dont la générosité artistique a été utilisée comme levier de sa propre dépossession. Un homme qui a choisi, jusqu'au bout, de donner au public ce que le système lui retirait. La lettre non envoyée existe peut-être encore quelque part, dans un tiroir, dans une cave, dans les mains d'un héritier qui ne sait pas encore ce qu'il tient. Si elle refaisait surface un jour, elle dirait peut-être des choses que les encyclopédies ne disent pas. Elle dirait comment un artiste couronné a vécu la distance entre la gloire et la justice. Elle dirait ce que coûte, en termes humains, d'être reconnu par tous et protégé par personne. Et cette lettre, si elle existe, si elle parle, serait peut-être le seul grand prix que Georges Ulmer aurait vraiment mérité de recevoir. Non pas une récompense de l'industrie qu'il avait dépossédée, mais la reconnaissance tardive d'une vérité qu'il avait portée seul, en silence, avec l'élégance terrible des hommes qui ne se plaignent pas. L'histoire de Georges Ulmer ne se termine pas sur une scène. Elle se termine sur une question que chaque génération doit se poser à nouveau. Combien de voix avons-nous applaudi sans jamais demander si elles étaient correctement payées pour chanter? Amis, comment voyez-vous Georges Ulmer aujourd'hui? Était-il une victime du système qui l'entourait, ou portait-il aussi une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé? Ceux d'entre vous qui ont grandi avec ces chansons, qui l'ont entendu dans les cabarets ou à la radio, qui gardent le souvenir de cette voix particulière, écrivez-nous en commentaire. Dites-nous si on se souvient de lui dans votre ville, dans votre famille, dans vos mémoires. Votre témoignage compte, parce que la mémoire des artistes ne devrait pas appartenir seulement aux encyclopédies et aux catalogues d'édition. Elle vous appartient aussi. Likez cette vidéo si vous pensez que la vérité mérite d'être dite, même quand elle arrive tard. Et abonnez-vous, parce que derrière chaque grand nom de la chanson française, il y a une histoire que personne n'a encore racontée entièrement.